Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Claude Enga et au nom de l'ensemble de l'équipe médicale et infirmière des urgences, je vous souhaite la bienvenue. Parfois, les traitements sont parcellaires, parfois les patients ne connaissent pas très bien leurs médicaments et on peut avoir avec des petits indices savoir s'ils prennent principalement donc, des diurétiques, c'est ça qu'on a envie de savoir. Définir et décrire comment se préparer à un accouchement inopiné. Expliquer aussi la séquence de prise en charge d'un accouchement eutocique inopiné. Prise en charge du patient brûlé dans une situation aiguë, donc en dehors d'un centre de brûlis. Alors on va commencer par une grosse question, en fait, c'est l'épidémiologie de la brûlure. Et donc quand on a un traumatisé qui saigne, c'est en général ça de ces cinq parties-là, et ça permet d'orienter son diagnostic. Quand il avait dû s'occuper d'une autre personne dans la cellule à côté, puis il y avait eu des bruits qu'ils ont regardés, et puis ils se sont rendus compte assez tardivement qu'il y avait des mouvements bizarres. Éminemment sensible pour les futurs parents, ou ceux qui ne le deviendront peut-être même jamais. Comme vous le disiez, c'est important d'instaurer une relation de confiance dans le dialogue avec les parents. Le dumping précoce n'a rien à voir avec le dumping tardif, si ce n'est que la cause est la même. C'est une absorption de sucre ou d'aliments hyperosmolaires. Le dumping précoce, c'est une... Donc, bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau séminaire des urgences de WIG, séminaire consacré ici aux traumatisés sévères en pédiatrie. On a le docteur Aurélie Gilbert qui est juste à côté de moi, qui est chef d'unité des urgences du service de pédiatrie. C'est extrêmement important pour nous, à tout point de vue, tant pour les urgentistes, les intensivistes, les pédiatres également. Pourquoi? Parce que un traumatisé sévère pédiatrique, c'est quand même un cas qu'on a rarement dans notre salle de déchocage. C'est un cas qui émotionnellement est aussi compliqué à manager, de par évidemment le plus jeune âge du patient. Raison pour laquelle on a décidé de consacrer un séminaire donc à ce topic. Aurélie, je t'en prie. C'est parti. Bonsoir à tous, merci d'être là pour ceux qui sont là en présentiel et merci d'être chez vous pour ceux qui sont en distanciel. Merci aux collègues de WIG qui ont fait l'invitation et qui ont proposé ce thème de traumatisé sévère en pédiatrie. Comme Arnaud l'a dit, c'est vrai que le traumatisé sévère en pédiatrie, même pour nous pédiatres qui sont formés au trauma, c'est quand même quelque chose qui n'est pas toujours facile à prendre en charge. Et donc, c'est important de pouvoir revoir la prise en charge du traumatisé sévère avec les particularités de la pédiatrie et comment ça peut s'intégrer dans nos pratiques en tant que médecin urgentiste, en tant qu'infirmier urgentiste, de pédiatre ou pompier ou toute autre discipline qui est amenée à côtoyer ce patient-là. Alors, je vais faire... D'abord, je vais regarder que la présentation fonctionne. Voilà. Je vais faire un rapide disclaimer. Je n'ai pas de conflit d'intérêt, évidemment, mais cette présentation et puis la prise en charge des traumatisés sévères en pédiatrie, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait grâce à une équipe. Et donc, je remercie l'équipe avec laquelle je travaille aux urgences, aux soins intensifs pédiatriques, mes collègues médecins, infirmiers et tous les autres. Et puis, les gens que j'ai côtoyés, les médecins, les infirmiers que j'ai côtoyés à différents moments de ma petite carrière, on va dire, et qui m'ont appris des choses et qui ont contribué finalement à faire ces prises en charge que je suis capable de faire maintenant en tant que pédiatre.
Ce que je vais vous raconter ici, ça ne sort pas de mon chapeau, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Il y a des sociétés savantes qui ont fait des études bien plus poussées que ce que je suis capable de faire. Et donc, des recommandations qui sortent de l'ERC, qui sortent de l'ETC, de la TLS, des recherches aussi qui sont faites sur de la littérature sur PubMed, et puis des résumés qui sont retrouvés dans UpToDate, donc rien d'inventé. Et si j'ai oublié de mettre des références, je m'en excuse, mais il n'y a clairement rien qui est personnel là-dedans. Et s'il y a des images qui sont personnelles, vous le saurez. Bon, si on fait un peu des généralités, vous savez, avant on parlait de polytrauma. Polytrauma, c'est un peu l'ancienne définition parce que le polytrauma, c'était le patient qui était victime d'un traumatisme qui était responsable d'au moins 2 lésions, dont une menaçait la vie du patient. Et quand on regarde ça, en fait, c'est une définition un peu a posteriori parce qu'en fait, on sait qu'il y a des lésions une fois qu'on a fait le bilan lésionnel. Et donc, c'est une évaluation qui est plutôt basée sur les lésions et ça ne représente pas vraiment la pratique et la réalité du patient traumatisé. Et donc, maintenant, la nouvelle définition, c'est plutôt le patient traumatisé sévère. Et ça, c'est le patient qui a un traumatisme violent, qui est susceptible d'avoir des lésions menaçant son pronostic vital ou fonctionnel. Et donc ça permet d'identifier a priori les patients pour orienter au mieux leur prise en charge et diminuer la morbimortalité qui est associée aux traumatisés sévères, d'orienter ces patients vers des centres de type Trauma Center, que ce soit de différents niveaux. Et les critères ne sont plus basés uniquement sur les lésions, mais aussi sur le mécanisme lésionnel qui peut faire suspecter des lésions avec un pronostic vital, des signes vitaux anormaux, les lésions que l'équipe extra-hospitalière a déjà identifiées, la prise en charge qu'a déjà fait l'équipe préhospitalière, et puis des populations spécifiques comme les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes qui prennent des médications type anticoagulation ou autres, et les enfants qui requièrent des compétences parfois plus spécifiques. Alors, la prise en charge du traumatisé sévère en pédiatrie, elle ressemble très, très fort au trauma sévère de l'adulte, hein, et c'est finalement garant d'une chaîne de survie, en tout cas on l'espère, du patient traumatisé sévère. Et cette prise en charge, elle est codifiée avec un langage qui est universel et commun et que vous connaissez probablement, dont le grand principe est de traiter en premier ce qui tue le patient en premier. Et c'est ce qui est enseigné dans les guidelines ETC ou ATLS, qui sont des cours avec des approches qui sont un peu différentes, mais où finalement le message est le même derrière, avec une transmission qui est spécifique aux patients traumatisés, qui est l'ATMIST, et puis une équipe trauma qui est entraînée, formée et qui participe à la simulation pour accueillir au mieux le patient traumatisé sévère quand il arrive. Et cette prise en charge codifiée, elle commence dès la prise en charge préhospitalière. Ça ne commence pas à l'hôpital, ça commence sur le terrain quand vous déclenchez un SMUR, les pompiers sont appelés, c'est là qu'il faut commencer la prise en charge de cette chaîne de survie. Alors, une équipe trauma à l'hôpital, ça ressemble quoi? Ça ressemble à une équipe trauma qui est guidée par un trauma leader. Le trauma leader, dans les recommandations, c'est quand même quelqu'un qui a une certaine expérience ou en tout cas qui a une formation de type ETC et ATLS du trauma et donc qui peut vraiment comprendre tous les mécanismes du traumatisé sévère et qui peut aussi leader une équipe en ayant conscience de tous ces mécanismes du traumatisé et en connaissant aussi toutes ces compétences non techniques qu'il faut pour pouvoir gérer une équipe. Et puis des binômes médico-infirmiers se trouvent à chaque lettre et qu'ils vont de manière simultanée en fait évaluer votre patient traumatisé sévère, tout ça sous la guidance du team leader en prenant ensemble des décisions. Donc c'est un travail d'équipe, c'est pas le travail du team leader, c'est pas le travail d'une équipe, c'est le travail de tout le monde en équipe et on se parle l'un avec l'autre pour prendre les meilleures décisions pour la survie de notre patient. D'accord ? Généralement, on aura aussi un scribe qui va pouvoir prendre note de toute cette prise en charge pour pouvoir la documenter dans le dossier du patient après, et ça va suivre le patient tout au son trajet de soins dans l'hôpital. Si on résume très brièvement et très grossièrement, ça c'est mes connaissances de base de PowerPoint, hein, donc vous allez avoir droit à ce genre d'image-là et pas plus. Hein. Vous n'attendez pas à autre chose. Hein. La prise en charge préhospitalière, c'est vous le préhospitalier qui allez le faire. Et puis une prise en charge primaire qui a déjà commencé, qui va se faire à l'hôpital, où on va faire du damage control. Puis une prise en charge secondaire, une fois que la prise en charge primaire est terminée, et puis l'orientation du patient vers les soins définitifs, son unité de soins définitive. Ça, c'est son trajet de soins du patient traumatisé sévère. Alors, en pédiatrie, c'est quoi l'épidémiologie des traumas en pédiatrie? Alors, en pédiatrie, il faut savoir que le trauma, c'est la première cause de décès chez l'enfant de plus d'1 an, d'accord? Et chez le moins d'1 an, il faut souvent évoquer, penser à la maltraitance. Ça ne veut pas dire que tout patient qui présente un trauma sévère est maltraité, ça veut juste dire qu'il faut penser à cette étiologie chez l'enfant plus petit. Chez l'enfant entre 1 à 6 ans, c'est les accidents de la voie publique où l'enfant est piéton ou passager, hein, ou ce sont les chutes. Et chez l'enfant de plus de 6 ans, ce sont les accidents de la voie publique où il est piéton, passager ou lui-même conducteur d'un 2 roues. Hein, on a tous vu sur vélo, leur trottier électrique. Hein, on a tous vu des catastrophes. Déjà dans la rue, on ferme les yeux quand on passe en voiture et on se dit « Oh là 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 là, j'espère qu'il ne va rien arriver ».
Les décès, c'est quoi? Chez les moins de 12 ans, les décès, c'est principalement le trauma crânien qui est la cause du décès, d'accord, et beaucoup moins les chocs hémorragiques. Et puis, chez l'enfant de plus de 12 ans, on retrouve un pattern plus adulte, avec la moitié de décès qui est attribué au trauma crânien et 20%, 20 à 25% qui est attribué au choc hémorragique. Et les traumas sévères, c'est 1% de tous les traumatismes pédiatriques. Et c'est moins de 10% de tous les traumatismes, tout âge confondu. Donc, c'est petit, mais quand c'est nous face à cette situation, il faut pouvoir gérer ce pourcentage-là. Les traumatismes sévères, c'est 90% associés avec des traumas crâniens, 25% avec des traumas thoraciques et entre 15 et 30% avec des traumas abdominaux. Et puis, on peut avoir des traumas combinés. Et la mortalité globale, elle est de 15%. Et dans ces 15%-là, il y a 90% des patients qui avaient un trauma crânien. Donc, ça montre vraiment que le trauma crânien, c'est la première cause de mortalité dans le trauma pédiatrique. Les traumas chez l'enfant, ils sont principalement contondants. D'accord, chez plus de 90% des patients de moins de 12 ans, les traumas sont contondants. Plus ou moins 50% après l'âge de 12 ans. Et donc, c'est pour ça que dans cette présentation-là, je vais me limiter vraiment au trauma contondant pédiatrique. Le trauma pénétrant, il a d'autres particularités que je ne vais pas aborder parce que je pense que la présentation est déjà assez longue pour vous, en tout cas, pour moi aussi. Et ce n'est pas la majorité des patients qu'on va rencontrer, donc je crois que ce n'est pas le propos. Et le traitement, par rapport à l'adulte, le traitement, il est souvent plus conservateur que l'adulte. Pas toujours, mais souvent. Donc, on va avoir souvent une attitude un peu plus attentiste que ce qu'on peut avoir chez l'adulte. Alors, il existe des super trucs de prévention en pédiatrie. C'est pas cher, ça s'achète partout, c'est génial. Ça s'appelle les casques, les protections pour les enfants qui font des sports un peu casse-cou, hein, ceux qui vont sur leur motocross à 6 ans et demi. Voilà, on n'en parlera pas. Ces choses-là qu'on met dans les voitures pour mettre les petits êtres vivants dedans, là, c'est pas mal aussi pour bien le tenir sur la route, avec le respect de la législation concernant les sièges auto. D'accord, il faut la connaître si on est parent ou des amis. Et alors, il y a un match qui ne fonctionne pas en pédiatrie, c'est ça. Ça, avec un enfant, ça marche pas. Il se passe des trucs et puis on n'est pas bien après. Donc ça, on oublie près des enfants, près des adultes aussi, mais ça, c'est pas mon propos. Et la ceinture de sécurité, je ne sais même pas s'il faut le rappeler, mais ça tombe sous le sens. En préhospitalier, qu'est-ce qui se passe? En préhospitalier, j'en sais rien. Je vais être honnête avec vous, je ne fais pas du préhospitalier, je ne suis pas formée au préhospitalier, donc je ne vais pas parler du préhospitalier parce que ce n'est pas ma compétence. Le préhospitalier, vous allez l'apprendre dans les cours de PHTLS, dans les autres cours de préhospitalier, et ce n'est pas ici que je vais vous en parler. Donc on n'en parlera pas. Ce n'est pas parce que je vous oublie, c'est juste que je n'ai pas la légitimité de vous en parler. Par contre, je peux vous parler un petit peu de ce qui se passe à l'hôpital, parce que ça, je le fais. Ce qui se passe à l'hôpital, finalement, la prise en charge primaire, elle va commencer par votre prise en charge préhospitalière, et puis vous allez nous faire une alerte d'un patient traumatisé potentiellement sévère. Et nous, avec cette alerte, on va faire un briefing d'équipe, on va déclencher potentiellement un code trauma, et on va se préparer, on va préparer l'équipe, on va préparer le matériel. Et puis, on va faire ce qu'on appelle le quick loop du trauma, donc le 5 second rounds. Puis, on va vous laisser transmettre votre transmission préhospitalière selon l'ATMIST. Et puis, on va faire une prise en charge hospitalière de la prise en charge primaire avec ces fameux ABCD, comme dans les PALS, comme dans la LS, mais spécifiques au trauma. Le 5 second rounds en pédiatrie, il est le même que chez l'adulte, c'est-à-dire qu'on vérifie qu'il y a un pouls. S'il n'y a pas de pouls, ça s'appelle l'ARCA traumatique. Il y a des algorithmes qui sont dédiés. Et ces algorithmes dédiés, ils vont vraiment viser à gérer en fait les causes réversibles. D'accord, de gérer les causes réversibles, donc administrer l'oxygène, gérer les hémorragies, faire des thoracostomies pour lever les pneumothorax, les hémothorax massifs et faire de la transfusion massive. Voilà, ça va être la prise en charge de l'ARCA traumatique pédiatrique. Puis, il y a beaucoup de littérature là-dessus et c'est quelque chose qu'on rencontre très très rarement en pédiatrie, donc ce n'est pas la majorité de notre trauma. Si l'airway est à risque immédiat, il va falloir faire une manœuvre sur l'airway, soit positionner la tête et faire une antépulsion de la mâchoire, utiliser une canule orotrachéale pour ouvrir les voies aériennes temporairement. Et puis, s'il y a une hémorragie massive, il va falloir gérer l'hémorragie massive. Soit l'hémorragie massive, elle se trouve au niveau des membres et vous pouvez faire une compression directe sur le membre ou une compression indirecte sur les grosses artères. Soit vous allez pouvoir appliquer un garrot tourniquet. Et puis, vous avez des hémorragies massives qui se trouvent aux points centraux, aux articulations. Là, vous n'allez pas pouvoir utiliser votre garrot tourniquet. Et là, vous allez pouvoir faire de la compression directe, des pansements, du packing ou même utiliser des compresses hémostatiques. Et puis, en fonction de si notre 5 second round il est stable, instable ou bien en péri-arrêt, on va décider si on va faire une transmission avec toute l'équipe ou si on doit mettre en place dès le 5 second round des manœuvres pour sauver la vie du patient. Dans quel cas, la transmission va être secondaire et elle va être faite secondairement de manière beaucoup plus brève avec uniquement le leader. Encore, cette situation-ci en pédiatrie est extrêmement rare et donc ce n'est pas ça que vous allez rencontrer le plus souvent sur des traumas pédiatriques. Une fois que
amener le patient, qu'on a fait ce 5-second round, on va faire la transmission sous le modèle de l'ATMIST. Le modèle de l'ATMIST, qui est le modèle typique de la traumato, donc c'est-à-dire l'âge et l'antécédent du patient, les antécédents pertinents du patient, le fait que le patient ait des draps dans ses oreilles, probablement qu'à ce moment-là, c'est plus très pertinent de le savoir. Le timing de l'accident, est-ce que ça fait déjà 2 heures qu'on essaie d'extraire cet enfant de la voiture, ou est-ce que l'accident vient d'arriver? Quels sont les mécanismes lésionnels? Parce que ça, déjà, ça va nous faire penser à certains types de lésions qu'il va falloir anticiper ou rechercher. Quelles sont finalement les lésions que vous, en préhospitalier, vous avez déjà identifiées? Quels sont les signes vitaux du patient? Et qu'est-ce que vous avez déjà en préhospitalier mis en place pour ce patient? Tout ça va déjà nous donner une idée de l'état du patient là maintenant et de savoir vers où on va naviguer ce patient. Puis on va commencer notre prise en charge hospitalière. On aura déjà fait notre quick look, on aura fait le 5-second round. Et puis, on va faire une prise en charge très codifiée qui est la BCDE, mais qui est la BCDE du trauma, c'est-à-dire gérer l'airway et gérer la colonne, gérer la respiration et gérer le pneumothorax sous tension, gérer la circulation et gérer les hémorragies internes, gérer l'aspect neurologique et l'hypertension intracrânienne si elle est là, et puis gérer tout ce qui est environnement et exposition. Alors, l'airway, mais ça, je ne vous apprends rien, vous l'avez tous, vous savez que l'airway, il peut être libre et sûr, il peut être à risque, il peut être obstrué. Ben, c'est la même chose dans le trauma, il peut être libre et sûr, à risque ou obstrué. Dans le trauma, on se rappellera juste que la position d'extension de la tête, elle est évidemment indiquée, et donc il y a une stabilisation de la colonne qui doit en plus se faire, en plus de l'airway, et qu'on peut gérer l'airway avec une antépulsion de la mâchoire, on peut gérer l'airway avec une canule oropharyngée, et on se rappelle qu'en pédiatrie, il y a différentes tailles de canules en fonction de l'enfant, et que pour avoir la bonne taille de canule, on va prendre les incisives supérieures et l'angle de la mâchoire dans ce sens qui est indiqué sur la photo, et que si on hésite entre 2 tailles, on va plutôt prendre la plus petite taille pour éviter les lésions. D'accord? On peut aussi devoir, alors j'aime pas mettre sécurisé avec un AEGEL parce que techniquement ça ne sécurise pas des voies aériennes, mais les voies aériennes sont parfois plus difficiles à gérer chez l'enfant, elles sont plus étroites, le larynx est plus antérieur, donc une intubation peut être plus difficile. Certainement si on a moins l'habitude, dans une situation de stress avec un petit enfant, et donc il vaut parfois mieux faire les premiers gestes comme ceci, et ne pas se lancer dans une intubation qui peut potentiellement être difficile pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Donc, que chez l'enfant, les tubes endotrachéaux, on les utilise aussi. Que la nouvelle recommandation, c'est l'utilisation de tubes à ballonnet pour tous les enfants, mais qu'on gonfle le ballonnet généralement après l'âge de 8 ans, et que quand on a un doute, il existe une formule pour choisir la bonne taille de tube en fonction de l'âge de l'enfant. Ça, c'est la taille du tube à ballonnet, mais comme c'est la recommandation, c'est celle que j'ai mise. Et puis, on va gérer la colonne cérébrale chez l'adulte. Pourquoi? Pour la protéger, pour stabiliser des lésions qui sont déjà peut-être là, qu'on n'a pas encore identifiées ou qu'on a déjà identifiées. L'immobilisation cervicale, elle doit être adéquate. On sait qu'on ne met plus de collier rigide, plus de stiff neck, c'est hors des recommandations, c'est la même chose en pédiatrie. Mais vous allez dire, parfois en pédiatrie, l'enfant il est plus petit, on n'a pas les bons head-blocs pour l'immobiliser, comment est-ce qu'on fait? Alors on peut utiliser une stabilisation manuelle, mais là vous bloquez quelqu'un et en préhospitalier, je pense que toute personne est vraiment vitale. Donc c'est difficile de bloquer un secouriste à la tête du patient pendant tout un temps. On peut utiliser des tétras, on peut utiliser des perfusions qu'on met dans des tétras, donc des essuies. On peut utiliser des sacs de sable. On peut faire beaucoup de choses pour stabiliser une colonne, même si l'enfant n'a pas la taille pour avoir des head-blocs adultes. Selon l'âge aussi, la mettre correctement et jamais de collier. L'immobilisation cervicale, elle ne doit jamais être imposée à l'enfant, à l'adulte non plus d'ailleurs. Si votre enfant il se bat contre l'immobilisation cervicale, il y a 2 choses. Soit il n'en a pas besoin et il ne faut pas lui en mettre, soit il en a besoin et il faut l'analgosédater pour qu'il la tolère, parce qu'on justifie qu'il en a besoin. Mais mettre une immobilisation cervicale à un enfant qui se bat dessus, qui n'est pas bien sanglé, ça n'a aucun sens. C'est faire pire que bien. Et puis si on va immobiliser en fait en pédiatrie, tout le monde, mais là c'est un peu compliqué, parce qu'il existe plein de règles pour décider qui on va immobiliser. Et en fait, ces règles, c'est plutôt qui on va imager. Mais donc, si on va faire une imagerie cervicale, c'est qu'on a un doute sur la colonne, donc c'est qu'on doit l'immobiliser. C'est un peu de facto, c'est pas direct. Il y a des règles qui sont adultes, comme le Nexus, mais qui sont valables en pédiatrie. Et puis, vous avez des règles spécifiques à la pédiatrie pour les plus petits, qui sont souvent pas repris dans les études adultes. Chaque règle, elles ont leurs avantages et leurs inconvénients, on va les voir après. La littérature sur ça, c'est riche, mais les consensus, c'est toujours la même chose. C'est des études pédiatriques, on manque de données, on ne sait pas conclure. Ça s'arrête plus ou moins là. De temps en temps, il y a quelqu'un qui s'essaye une petite conclusion, et puis l'article suivant reprend la conclusion et fait celle d'avant. Et donc, ça fait un peu boule de neige. Je les reprends ici, mais on en parlera après. Il en existe plusieurs qu'on peut utiliser en pédiatrie.
Et donc, en préhospitalier, ça va ressembler à quoi? L'immobilisation d'un patient traumatisé sévère en pédiatrie, soit de la méthode standard, qui est la méthode un peu adulte, avec votre civière scoop, les headblocks et puis les sangles pour sangler correctement votre patient sur votre scoop. Généralement, ça va être des transports à courte durée. Et puis, le scoop, il est quand même beaucoup plus anatomique que la planche vertébrale qu'on utilise pour extraire. On ne va pas laisser le patient sur cette planche-là. Chez le plus petit, on va être limité par le matériel. On n'a pas du bon matériel pour le petit. Et donc là, le matelas à dépression pour l'enfant de moins de 4 ans, 4-5 ans, en fonction de la taille, ça peut être une très bonne alternative. Ça permet aussi de stabiliser l'axe tête-tronc, on l'a dit, avec des essuies, avec des perfusions, avec des sacs de sable. Et c'est aussi une alternative adéquate chez les patients qui sont plus grands, qui nécessitent un transport plus long en termes de durée, mais qui sont très stables. D'accord ? C'est un peu plus confortable que la civière scoop. Attention, cependant, ceci n'est pas une ceinture pelvienne. Vous ne savez pas faire une ceinture pelvienne. Donc, si vous devez immobiliser un bassin, ce qui est très rare, il faut l'immobiliser en plus de votre attelle à dépression. Donc, ça peut ressembler à ça. Ça peut aussi ressembler à un enfant qui n'a pas exactement le profil adulte, mais qui n'a pas exactement le gabarit nourrisson. Eh bien, on peut utiliser aussi l'attelle à dépression avec des headblocks faits maison pour immobiliser correctement la colonne du patient. À l'hôpital, qu'est-ce qu'on va faire? Chez l'enfant de moins d'un an, on n'a pas du matériel adéquat et donc là, on va aussi utiliser la télédépression. Chez l'enfant de 1 à 6 ans, on a une planche trauma pédiatrique qui est adaptée en termes de taille à l'enfant avec des headblocks intégrés. Et chez l'enfant de plus de 6 ans, on va utiliser la même planche trauma que l'adulte. Et ces planches trauma, elles passent dans le scanner et donc c'est assez facile aussi pour les mobilisations secondaires du patient. Une fois qu'on aura évalué le A et la colonne, on va évaluer la respiration. Et la respiration, c'est le fameux FTVO, il n'y a rien de nouveau là derrière. Donc la fréquence, à quelle fréquence respire mon patient. Et malheureusement, les enfants, ils ne respirent pas tous à la même fréquence en fonction de leur âge. Et ils ne respirent pas à la fréquence adulte quand ils sont petits. La ventilation, est-ce que ma ventilation, elle est symétrique? Est-ce que le thorax se soulève de manière symétrique? Important pour le pneumothorax sous tension. Est-ce que mon patient, il présente des signes de travail respiratoire augmenté? Et là, attention, au plus l'enfant est petit, au plus la cage thoracique est cartilagineuse, et donc au plus les signes de travail sont visibles, au plus l'enfant est grand, au plus il se rapproche de l'adulte, au plus la cage thoracique est ossifiée, et au moins on a des signes de tirage. Donc pas à croire que l'enfant n'a pas de signe de détresse respiratoire parce qu'il n'y a pas de signe de tirage et qu'il a 8 ans. C'est normal, en fait, il ne saura pas en avoir beaucoup. Et puis l'oxygénation avec une saturation entre 94 et 98% selon les guidelines de l'EPALS. L'enfant, il peut être en insuffisance respiratoire, oui ou non. Et s'il est en insuffisance respiratoire, elle peut être compensée. Et là, on peut devoir apporter de l'oxygène. C'est d'ailleurs la recommandation dans le trauma sévère. Ou devoir ventiler le patient et donc faire une ventilation masque et ballon, voire devoir intuber et mettre l'enfant au respirateur. Ça, ce sont les nouveaux tableaux qui ont été publiés par l'ERC dans la catégorie EPALS pour les valeurs physiologiques des enfants. Alors, c'est des tableaux qu'il ne faut pas se mettre en tête d'étudier par cœur parce que personne n'est... moi, je ne pense pas que je suis capable d'étudier ça par cœur. Même non, j'y arriverai pas, je pense. Donc, je pense qu'il faut simplement les avoir sous la main dans vos services, et dans les SMUR, dans les préhospitaliers, pour savoir qu'est-ce qui est normal et qu'est-ce qui ne l'est pas chez le patient en fonction de son âge. Et puis, au niveau du B, on va rechercher activement dans le trauma les signes de pneumothorax sous tension. Là aussi, rien de différent chez l'adulte en termes de signes, c'est-à-dire vous avez une asymétrie auscultatoire, vous avez une asymétrie de l'ampliation thoracique, vous pouvez voir une déviation de la trachée, et puis vous avez des signes d'insuffisance respiratoire et circulatoire décompensée, donc vous avez un retour veineux qui est compromis, des veines jugulaires qui sont parfois aussi saillantes chez l'enfant. Ça nécessite une prise en charge immédiate, la prise en charge primaire, et donc ça va nécessiter... Généralement, en pédiatrie, on va discuter. Alors, chez l'adulte, la recommandation, c'est la thoracostomie au droit et la pose des draps pleurons. On est tous d'accord là-dessus. Ce sont les guidelines et personne ne va contredire ça. En pédiatrie, quand l'enfant est plus petit, on peut discuter de est-ce qu'il ne faut pas d'abord exsuffler un pneumothorax si on a la certitude qu'on a un pneumothorax, on a fait notre échographie FAST, on n'a pas d'épanchement. On peut devoir simplement exsuffler le pneumothorax, voire mettre un drap pigtail, ce qui n'est pas la recommandation chez l'adulte, d'accord ? Donc, ce n'est pas la même chose, mais on va être un peu plus nuancé en pédiatrie, sauf si l'état de l'enfant, évidemment, ne le permet pas. Et puis, la thoracostomie au doigt dans des tout petits thorax, ce n'est pas aussi évident que l'adulte. Et donc, il y a aussi cette aléa-là, qu'on n'a pas cette possibilité physique de le faire, alors qu'on peut le faire sur des grands thorax adultes. Donc, chez l'enfant, pour les pneumos et les hémothorax, les enfants plus petits, on va plutôt utiliser une technique de Ginger avec le guide et puis monter le drap. On choisira préférentiellement un drap droit et donc pas un drap pigtail comme vous voyez ici sur la photo, dont les recommandations vous donnent généralement la taille du drap à utiliser selon l'âge de l'enfant.
Et chez l'adolescent et l'enfant plus grand et l'adulte, on prendra les guidelines de l'ETC, c'est-à-dire la thoracostomie et la mise en place de drain pleuro droit. D'accord. Une fois qu'on a évalué notre B, on va évaluer notre C. Notre C, c'est de nouveau la fréquence cardiaque et les 4P. Rien de nouveau non plus, sauf que de nouveau, en pédiatrie, la fréquence cardiaque, ce n'est pas la même que chez l'adulte. Et la pression artérielle, ce n'est pas la même que chez l'adulte. Et on repasse de nouveau dans notre fameux tableau avec toutes ces valeurs. Et ce qui est différent chez l'enfant, on va rencontrer dans le trauma pédiatrique 3 types de chocs, comme vous rencontrez dans le trauma adulte. Le choc hémorragique, le choc obstructif et le choc neurogénique, avec le choc hémorragique en première attention. Les 3 chocs peuvent coexister, 2 sur 3 peuvent coexister, on peut faire tous les mélanges qu'on veut. Mais ce qui est différent, c'est la physiopathologie chez l'enfant. L'enfant, en fait, il a des valeurs, on l'a dit, de fréquence cardiaque de base qui sont différentes de l'adulte et de pression artérielle qui sont différentes de l'adulte. Donc déjà, il ne faut pas paniquer si on voit des valeurs dont on n'est pas familier en extra-hospitalier, c'est peut-être des valeurs normales pour l'âge, simplement. Ouais. L'enfant, il a aussi des mécanismes de compensation par rapport à l'hypovolémie qui sont différents de l'adulte. Il va mettre en place beaucoup plus de tonus sympathique et il va faire une vasoconstriction beaucoup plus longtemps que l'adulte. Et donc, il va maintenir une pression artérielle beaucoup plus longtemps que l'adulte avec une perte de volume. Et si on regarde ici sur le graphique, on voit que l'adulte, quand il perd plus ou moins 15% de son volume sanguin, ben, gentiment, la fréquence cardiaque augmente et la tension artérielle, diminue progressivement. Chez l'enfant, le mécanisme n'est pas le même. Il maintient, il tachycardise, et puis à un moment donné, c'est un peu le poids de nos retours. On a une hypotension qui est assez rapide et qui va être généralement l'antichambre de l'arrêt cardiaque chez l'enfant. Et donc, c'est pour cette raison-là aussi qu'en pédiatrie, on ne tolère pas l'hypotension permissive que vous tolérez dans le trauma adulte. C'est ce principe physiopathologique là derrière qui explique cette règle chez l'enfant. Et donc, chez l'enfant, si on fait finalement ce fameux tableau stade du choc hémorragique, eh bien, chez l'enfant, quand on arrive à 30-40% du volume sanguin, c'est énorme finalement, 30-40% du volume sanguin, seulement là, on va voir l'hypotension apparaître. Il aura été tachycarde, et puis boum, il va devenir hypotendu, et ça va aller très vite. Donc attention, quand on est là, on est déjà vraiment trop loin chez l'enfant. D'accord ? Il faut essayer, si on peut, d'intervenir plus tôt. Ça, généralement, en termes de base excess sur votre gazométrie, puisqu'elle va aussi vous permettre d'apprécier l'état circulatoire de votre patient, on va déjà être dans des bases excess entre -6 et -10. Et donc, de nouveau, connaître ce fameux tableau, à connaître ou l'avoir, et savoir qu'en pédiatrie, c'est pour cette raison-là, c'est pour protéger le cerveau et les organes, et principalement le cerveau, qu'on vise une pression artérielle systolique et moyenne à ce qu'on appelle le P50 chez l'enfant. Le P5, vous devez considérer que ça, c'est l'hypotension en dessous de laquelle vous ne pouvez jamais aller. Or, on sait que chez l'enfant, il y a beaucoup de trauma crânien associés au trauma sévère. Et si vous voulez protéger votre crâne, votre P5, ça ne suffit pas. Il faut viser un P50. Vous ne devez pas viser plus haut, mais c'est le chiffre que vous devez viser dans le trauma sévère pédiatrique. Vous ne devez pas viser plus bas que ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le C, finalement, pour ce patient qui saigne? Eh bien, on va se baser sur les grands principes de la prise en charge du choc hémorragique, c'est-à-dire restaurer le transport en oxygène, favoriser, aider la coagulation et contrôler les hémorragies. Pourquoi? Vous la connaissez toutes, la triade létale du trauma, pour essayer d'inhiber ça si elle est déjà mise en route et essayer de ne pas rentrer dedans si elle n'est pas encore en route, parce qu'une fois qu'elle est déclenchée, on sait que c'est un feedback positif et chacun se nourrit de l'autre et ça devient la catastrophe. Donc, restaurer le transport en oxygène, c'est comme chez l'adulte, c'est-à-dire amener de l'oxygène, voilà. Et puis, il faut remplir le patient, on peut remplir le patient avec des cristalloïdes. On est très prudent dans le remplissage cristalloïde dans le trauma, hein, on le sait, c'est comme chez l'adulte. Chez l'enfant, ce sont des remplissages de 10 ml/kg et on en fera maximum 2. C'est pas pour ça qu'il faut en faire 2, mais si on doit en faire, on va en faire 2 maximum. Peut-être qu'on doit déjà avant passer au sang. Mais si on doit en faire en extra-hospitalier parce qu'on ne s'en sort pas, il faut en faire 2 maximum, il faut s'arrêter. Et puis, on va passer à la transfusion sanguine, la transfusion de globules rouges. Puis, si malgré ça, le patient reste instable, on va peut-être devoir lancer un protocole de transfusion massive. Alors, un protocole de transfusion massive en pédiatrie, c'est très rare, même dans les gros centres au Canada ou en Amérique du Nord, ils ne le lancent pas toutes les 2 semaines, hein, donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne rencontre pas souvent. Mais les principes sont les mêmes que le protocole de transfusion massive de l'adulte. D'accord ? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir un plan de camp déclenché, il faut avoir une équipe qui sait ce qu'il faut faire et savoir expliquer aux personnes de l'équipe ce qu'il faut faire. Il faudra penser, même en dehors du protocole de transfusion massive, à donner l'hexacil. Il va falloir faire des tests répétés.
par là savoir pourquoi on transfuse. On transfuse, qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi notre but transfusionnel? Transfuser pour transfuser, ça n'a aucun sens. C'est bourré de risques, ça ne sert à rien. Pourquoi je transfuse? Qu'est-ce que je veux atteindre comme but? Et je m'arrête quand ce n'est pas nécessaire. Je vais devoir gérer l'hypothermie, dans cette fameuse triade létale, et puis je vais devoir m'arrêter et pouvoir dire stop, j'ai plus besoin de transfuser, on peut désactiver le protocole. Le trigger en pédiatrie, généralement, ce sont des pertes sanguines qui sont supérieures à 40% du volume sanguin, donc c'est la classe 3-4 de choc, hein, pas en dessous. Et ce sont des pertes estimées à 30 cc kg. Bon, 30 cc kg, la couleur du ciel et la direction du vent, c'est compliqué hein, parfois. Mais ça veut dire que vous avez déjà dû remplir et transfuser votre patient avant. On ne peut pas déclencher un protocole de transfusion massive sans avoir dû remplir un minimum de patients. Des pertes sanguines aiguës et un saignement qui continue. Parce que sinon, ça ne sert à rien de le déclencher. D'accord ? On pensera à l'hexacyl, à l'acide tranexamique, même en dehors du protocole de transfusion massive. Hein, la place de l'acide tranexamique dans le trauma crânien isolé, elle est très débattue là maintenant. Ici, on parle du choc hémorragique. Et puis, on va se dire pourquoi je transfuse et c'est quoi mes valeurs cibles. Et là, on se rappelle ce fameux tableau, pression artérielle systolique au P50 et pression artérielle moyenne au P50 pour protéger le cerveau. D'accord ? On se rappellera de ces objectifs biologiques, on va dire. L'hémoglobine, les plaquettes, le fibrinogène, la température, là, de ce que je mettrais 36, je pense que c'est juste si je mets 36. Et puis, le calcium ionisé. Et puis, on va penser, bah, tiens, moi, j'ai activé un protocole de transfusion massive. Il y avait un fameux acronyme, là, traumatique. Traumatique, ça va me permettre de penser vraiment à toutes les étapes. Est-ce que j'ai bien tout fait pour mon patient? Et puis, il y a le contrôle des hémorragies. Ben, ça, vous l'avez déjà fait normalement lors des hémorragies externes, puisque vous avez normalement mis en place ces différentes choses-là. Et puis, on peut contrôler les hémorragies par le contrôle finalement de l'hémorragie avec le remplissage, la transfusion et la transfusion massive. Et puis, on peut devoir aller en embolisation ou on peut devoir faire appel à nos collègues chirurgiens pour contrôler les hémorragies. On va aussi s'aider à la prise en charge dans l'évaluation du C de l'IFAST. L'IFAST dont l'intérêt est démontré même en pédiatrie, qui permet, vous le savez, une évaluation rapide de plusieurs zones au niveau abdominal, au niveau des poumons et au niveau du cœur. L'avantage, c'est que c'est une échographie qui est rapide, qui peut se faire au lit du patient et qui n'est pas irradiant. Et ça, on va voir après que ça, c'est en pédiatrie, ça, on aime bien. Le désavantage, je ne dirais pas que c'est un désavantage, mais il faut un minimum savoir l'utiliser. On ne sait pas faire une échographie FAST si on n'a jamais été formé à faire une échographie FAST. Et chez l'enfant, chez plus ou moins 5 à 10% des enfants, il y a un peu de liquide libre dans l'abdomen qui pourrait faire qu'on pense que la FAST est positive, puisque la FAST ne peut pas différencier entre du liquide et du sang. Et en fait, la FAST, elle n'est pas positive. La FAST, elle ne permet pas de regarder l'espace rétropéritonéal. Elle ne permet pas de voir les lésions des organes solides s'il n'y a pas d'hémopéritoine associé. Elle ne permet pas de voir les lésions des organes creux. Donc, ça veut dire que, comme chez l'adulte, une FAST négative ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans l'abdomen. Ça veut juste dire qu'on n'a pas mis en évidence à la FAST quelque chose. Pas dire qu'il ne faut pas aller plus loin. Mais c'est rapide et ça permet d'avoir une première idée. Alors finalement, on saigne où quand on est enfant? On saigne plus ou moins au même endroit que là où on est adulte. Hein. Donc ça veut dire qu'on saigne d'abord beaucoup dans l'abdomen. On sait mettre beaucoup de volume sanguin dans l'abdomen. On saigne dans son thorax. On saigne dans son bassin, mais les fractures de bassin en pédiatrie, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Donc ce n'est pas quelque chose de fréquent dans le bassin en pédiatrie. Et si on doit stabiliser un bassin, la ceinture pelvienne classique, on ne va pas pouvoir l'utiliser de moins de 20 kg, plus ou moins. Et donc là, on va devoir sortir des petites techniques maison. Nous, on a refait un protocole, mais il en existe plein en ligne, sur comment finalement stabiliser le bassin d'un patient pédiatrique plus jeune qui fait moins de 20 kg. Donc un drap, des colsons, 2 mains, et normalement on y arrive. Et finalement, c'est le même principe que la ceinture pelvienne de l'adulte, donc la SAM-Slim ou la Tipod, ça va être le même principe. Et on peut saigner au niveau des olons, le fémur étant le premier endroit où on peut saigner en tant qu'enfant et mettre beaucoup de sang. Dans l'humérus, il faut rester vigilant aussi parce qu'on peut mettre un certain volume sanguin, moins que dans le fémur cependant. Et là, on pensera à mettre des attelles de traction ou à immobiliser au minimum les membres lésés. Puis, il y a un autre endroit en pédiatrie où on peut saigner quand on est tout petit, et c'est dans le scalp. Ça, c'est les traumatismes à la naissance, on voit ça parfois, des gros hématomes du scalp, et là, l'enfant peut mettre un gros volume sanguin. Par contre, en pédiatrie, on ne saigne jamais assez dans sa tête, dans son parenchyme cérébral, que pour en avoir des signes hémodynamiques. Il faut aller chercher ailleurs. Donc celui-là, à la naissance, dans les premiers mois de vie, un hématome scalp, ça peut effectivement être responsable d'un choc hémorragique chez l'enfant, mais c'est la seule
exception. Donc, il ne faut pas retenir ça comme premier endroit de saignement. Et donc, il y a plein d'articles qui sont très bien faits. Ça, c'est un article un peu vieux parce que, en fait, moi, quand je l'ai lu, je me suis dit 2016, ça va. Et puis, je me suis dit, ben non, on est en 2026, ça fait quand même 10 ans, ça ne va pas du tout, en fait. Et puis, il y a des consensus sur la prise en charge du choc hémorragique, là, qui sont assez récents, puisque c'est 2023, que 3 ans. Et donc là, tout est bien réexpliqué avec les différents avis d'experts et différents niveaux de preuve également. Puis on parlera du D. On parlera de la VPU, du Glasgow. Ça, vous connaissez. On va regarder les pupilles, on va regarder est-ce qu'il y a un déficit focal, est-ce qu'il y a une posture spontanée qui nous interpelle chez le patient qui a une altération neurologique, est-ce qu'il y a des convulsions, et puis on pensera à la mesure de la glycémie. L'échelle de Glasgow, bah oui, ok, plus de 5 ans, c'est comme chez l'adulte, mais en fait, quand ils ont 1 an, ils ne savent pas faire un Glasgow comme chez l'adulte. Ils pourraient mettre toute leur bonne volonté, ils n'y arriveraient pas. Donc, il faut savoir adapter votre échelle de Glasgow à l'âge de votre patient. Et puis, il y a les fameux signes d'hypertension intracrânienne, la bradycardie, l'hypertension artérielle et puis les anomalies respiratoires, de l'engagement, s'installe tout doucement, cette pression dans le cerveau, l'œdème cérébral. Et là, la prise en charge, ça va être d'analgosédater votre patient, de l'intuber pour pouvoir gérer au maximum ses constantes. PaO2 normal, viser une PaCO2 entre 35 et 45, une bonne analgosédation. Pensez à l'osmothérapie, le NaCl 3%, c'est la recommandation en pédiatrie, 6 000 litres par kilo en 5 minutes. Le mannitol, il est beaucoup moins utilisé pour son effet de diurèse osmotique et en fait, qui contrebalance votre choc hémorragique derrière. Donc, c'est un peu les robinets, c'est la baignoire qui se vide et le robinet qui remplit. Ça n'a pas beaucoup de sens. Viser une pression artérielle moyenne adéquate pour perfuser ce cerveau qui est déjà en souffrance, par des remplissages, par du sang, mais aussi, ça c'est la seule exception du trauma, c'est sortir les vasopresseurs si le cerveau en a besoin. Et puis, faire appel aux collègues neurochirurgiens, et puis penser à toutes ces petites choses de neuroprotection qui tournent autour et qui permettent de limiter les lésions secondaires. La lésion primaire, elle est là, on ne saura rien y faire. Par contre, tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de lutter contre les lésions secondaires en gérant l'oxygénation du patient, en gérant sa CO2, en gérant sa pression artérielle, sa glycémie, sa natrémie, sa température, une analgosédation efficace et le contrôle des convulsions s'il y en a. Et de nouveau, quand on veut protéger le crâne, on doit vraiment viser un P50 chez le patient. Et puis dans le E, on va penser à l'hypothermie parce que l'hypothermie, elle fait partie de cette fameuse cascade létale là en pédiatrie. Et l'hypothermie, elle a différentes étiologies. Elle peut être environnementale. Vous êtes sur un lieu d'accident, il fait froid, même à froid, c'est l'été, l'enfant il est découvert, il va avoir froid à un moment donné, c'est mathématique. Elle peut être liée à la pathologie médicale. Vous avez des patients, parce qu'ils saignent, ils deviennent hypothermiques. Vous avez des patients parce qu'ils perdent le contrôle au niveau cérébral, qui ont des problèmes de thermorégulation. Et donc là, ils vont être hypothermiques et ce n'est pas lié à l'environnement. Et puis, vous avez des causes iatrogènes, parce que nous, on arrive avec nos médicaments, nos perfusions qui ne sont pas réchauffés, en tout cas en extra-hospitalier ou au début de la prise en charge. Et tout ça, ça contribue à refroidir le patient. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On enlève les linges humides du patient, on met sur des draps chauds et secs. On fait chauffer la pièce à fond. On adore ça en pédiatrie, en néonat encore plus. On fait chauffer les pièces à 28 degrés, on crève tous de chaud, mais le patient, il a bon. Et puis, on utilise un Berger. Alors là, je me suis trompée de présentation, c'était pour les VT. Non, c'était une blague, c'était pour vous. Au niveau de la pathologie médicale, on ne sait pas faire grand-chose. On va la gérer, on va gérer le choc hémorragique, on va gérer la pathologie médicale du patient, mais elle est là. Et puis, on va aussi penser à réchauffer nos perfusions pour réchauffer le patient qui est hypothermique. Alors, je n'ai pas trouvé un très bel algorithme, j'en suis pas d'ailleurs très contente. Ici, ça date de 2016. C'est un algorithme qui a été présenté en partie à l'ATS aussi, sur les stratégies de réchauffement du patient, avec des stratégies finalement passives, des stratégies plus actives et puis des stratégies vraiment intensives. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur le sujet parce que je trouve que ça nécessite plus de détails et ça, il faut juste penser en extra-hospitalier, qu'est-ce que je peux faire? Enlever les linges chauds, chauffer mon ambulance, recouvrir le patient, ça c'est vraiment important. Essayer de limiter en tout cas tout ce qui est perfusion froide, d'accord, au patient qui est déjà hypothermique. Et en intra-hospitalier, c'est anticiper, mettre un radiant, allumer le Berger, chauffer la pièce, limiter les entrées et les sorties dans les salles d'échauffage avec les grandes portes pour limiter la déperdition thermique. Et puis en pédiatrie, chez l'adulte aussi, je pense, on va penser à l'antalgie avec les différentes doses qui sont reprises là. Et puis on se rappellera qu'on n'évalue pas un patient pédiatrique de la même manière au niveau de la douleur qu'un patient adulte. On pensera également est-ce que le patient est en ordre de vaccin et puis s'il y a des antibiotiques à donner parce qu'il y a des fractures ouvertes ou d'autres lésions qui le justifient.
Une fois que votre prise en charge primaire elle est terminée, ben, on est content parce que notre patient est stabilisé, ou il n'est pas stabilisé, il est parti en embolisation, il est parti au bloc. Viendra le moment, pour le patient stable, en tout cas de la prise en charge secondaire, qui va être une prise en charge dont le but va être de mettre en évidence toutes les lésions du patient. Pas les lésions qui menacent sa vie, mais toutes ces lésions traumatiques qui pourraient menacer son pronostic fonctionnel, voire même esthétique. Et tout ça, il va se faire de manière systématique, avec un examen clinique de la tête aux pieds, avec des explorations paracliniques, biologie, labo, imagerie médicale. Et tout ça va se faire en équipe plus restreinte. On va libérer une partie de notre équipe trauma qui est venue nous aider, et puis on va faire ça généralement entre nous. Et on va parfois demander aussi des avis à nos collègues chirurgiens, radiologues et autres pour la prise en charge. À tout moment, le patient, on se rappelle, il peut se dégrader. Et là, on repasse sur un algorithme de prise en charge primaire. Ça, c'est la même chose que chez l'adulte. Une partie qui me semblait intéressante, c'était le bilan lésionnel en pédiatrie. Alors, le bilan lésionnel primaire, si on le résume assez vite, on aura fait une gazométrie, on aura fait une bio, probablement un ROTEM, on aura fait probablement une IFAS et on aura peut-être fait une radio de thorax ou une radio de bassin. Et puis, dans le bilan secondaire, on a envie d'aller un peu plus loin dans le bilan d'imagerie, de savoir finalement notre traumatisé sévère, là, qu'est-ce qu'il a pas. Et là, on va se poser une question. Qu'est-ce qu'on va faire? Un scan, une écho? Parce que je sais bien que la pédiatrie, là, ils n'aiment pas quand on demande des total body scan. Donc, je ne sais pas ce que j'ai demandé, une radio, une IRM. Puis le radiologue me dit, mais non, une IRM, allez, 3 h du matin, c'est débile, on ne va pas allumer l'IRM. On va penser à un principe qu'on adore en pédiatrie, c'est la radioprotection. On devrait l'adorer en médecine adulte aussi, mais ça, moi, je ne suis pas compétente pour en parler. Pourquoi? Parce qu'on se rappelle que quand on irradie une cellule, la cellule, elle peut mourir, et ça a quand même des effets déterministes avec des seuils qui sont connus. Et puis la cellule aussi, elle peut muter. Et si elle mute, soit elle est éliminée par l'organisme et tout va bien, ou alors elle mute et elle fait sa petite vie de muter, là, toute seule dans son coin, et à un moment donné, ça peut poser problème. Pourquoi? Parce qu'une cellule mutée, en fait, ça peut avoir des effets qu'on appelle des effets stochastiques, qui sont des effets aléatoires, et qui sont des effets de cancérogenèse qui sont prouvés. Il y a un effet de transmission de mutation génétique potentiellement à la descendance. Ça, il n'y a pas un papier qui clairement le dit. Le problème de ces effets-là, c'est qu'il n'y a pas de seuil défini. Donc, on suppose qu'au plus on est exposé, au plus on est à risque, mais on n'a pas une dose seuil définie comme dans les effets déterministes. Que le délai d'apparition, c'est de plusieurs années. Donc, si vous irradiez un petit qui va vivre plusieurs années, il a évidemment beaucoup plus de risques que la personne de 95 ans qui a été irradiée de développer un cancer. Elle est probablement en fonction de la dose, mais on n'a pas de dose seuil. Et évidemment, le jeune âge, c'est un grand risque puisque les cellules ont une radiosensibilité accrue et ils ont une grande espérance de vie. Donc, ils ont tout le temps de multiplier ces petites cellules, la muter et faire du cancer à l'âge adulte. Donc, ça, c'est prouvé. Les enfants qui sont exposés à des radiations, de l'irradiation, ils ont un risque important de développer un cancer à l'âge adulte. Donc, ça, c'est vraiment pour ça qu'en pédiatrie, on se bat pour ne pas faire des scanners à tout va. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On keep calme et on fait ce qu'il faut au niveau radiologique, as low as reasonable, acceptable. Donc, c'est la plus petite dose et le plus petit bilan possible ou le bilan le moins irradiant possible. D'accord? Donc, en gros, Aurélie, tu me dis de ne pas faire de bilan d'imagerie. Non, je ne vous dis pas ça. Je vous dis non, il faut le faire, mais on doit savoir pour quel patient on le fait et pourquoi on le fait. Qu'est-ce que je cherche derrière mon bilan? Est-ce que ce que je cherche justifie ce que je demande comme scanner ou comme bilan d'imagerie? Et on se rappelle que ça fait peur, que pour 1000 scanners réalisés, il y a un cancer létal. Si on se met tous ensemble, là, peut-être dans l'hôpital, on aura peut-être un de nous qui aura un cancer létal à cause de scanners réalisés. Donc, ça fait peur. Alors, si on reprend un peu les particularités des différents traumas chez l'enfant, le premier trauma, c'est le trauma crânien, on l'a dit, c'est le trauma le plus fréquent. C'est aussi la première cause de mortalité des traumas pédiatriques. Et dans plus de 2/3 des cas, le trauma crânien, il est associé avec d'autres traumas, trauma thorax, trauma abdomen. Et dans 90% des décès, c'est le trauma crânien qui est le responsable du décès de ces patients-là. Donc ça montre que c'est énorme en termes de mortalité d'importance. Les patients qui ne meurent pas, ils peuvent avoir une morbidité importante. Ce sont des lésions qui sont parfois à vie, avec des récupérations partielles, et donc des enfants qui présentent des handicaps secondaires. Les accidents de la voie publique, évidemment, les premiers pourvoyeurs du trauma crânien chez l'enfant, puis les accidents sportifs. Et pourquoi? Parce que ça s'est un peu mal fait. Au plus ils sont petits, au plus la tête est grande, et donc au plus c'est la tête qui prend le coup. L'occiput est lourd, la tête est grande, et bam, c'est ça qui tombe. Chez le moins d'1 an, il marche généralement pas beaucoup. Et donc, quand il y a des traumas crâniens significatifs, il faut se poser la question, comment est-ce qu'il est fait, ce trauma crânien? Est-ce qu'on ne l'a pas secoué, ce bébé? Ou est-ce qu'on n'a pas fait de la maltraitance à ce bébé qui explique ce trauma crânien?
Parce qu'a priori, quand ça se met que à 4 pattes, ça ne sait pas se cogner bien fort. À partir du moment où ça se met debout, plus de risques. Donc, il faut se poser des questions. Et il faut se rappeler que la sévérité du trauma crânien, elle est liée au Glasgow. Et donc, vous pouvez avoir un patient qui a un Glasgow à 15 ou à 14 et qui a une hémorragie extradurale. Ce n'est pas parce qu'il y a une extradurale que c'est sévère. C'est le Glasgow dans l'heure du trauma qui définit la sévérité du traumatisme crânien. Et que 90 à 95% des traumas crâniens sont des traumas crâniens mineurs en pédiatrie. Donc, c'est ça qu'on va voir beaucoup aux urgences. Ça, on ne va pas le voir beaucoup. C'est ça qu'on va voir beaucoup. C'est ça qui passe la porte tous les jours. C'est les traumas crâniens mineurs. Par contre, c'est celui-là qui va avoir une mortalité importante et une morbidité importante. Donc, c'est celui-là qu'il faut prendre en charge to the point. Il faut tous les prendre en charge parfaitement, mais celui-là, il doit mériter toute notre attention. En termes d'imagerie, on ne va pas discuter beaucoup. Pour peu que le trauma crânien il est modéré ou sévère, il va aller au scan. Il n'y a pas à discuter, toutes les études sont d'accord. Qu'est-ce qu'on va trouver au scan? Soit des lésions focales, extradurales, intraparenchymateuses, sous-arachnoïdiennes, ou des choses qu'on ne va pas voir au scan, qui sont les lésions axonales diffuses, qu'on va voir généralement à l'IRM, secondairement. Et ce sont des lésions focales qui sont aussi un gros pourvoyeur de mortalité et de morbidité. Le trauma crânien mineur, c'est un peu moins le propos aujourd'hui, mais lui, il faut savoir qu'on ne scanne pas tous les traumas crâniens mineurs en pédiatrie. Plein d'études qui le montrent. Et en fait, il y a plein de scores de décision clinique qui nous disent quel patient on peut ou on doit scanner qui a présenté un traumatisme crânien mineur. Je vous passe toute la littérature. Sachez juste que celle qui a le plus grand intérêt pour les pédiatres, c'est le score de Pécarne. Pourquoi? Parce que le score de Pécarne, il a très bonne sensibilité et une très bonne valeur prédictive négative et il est il est à 100% validé chez l'enfant de moins de 2 ans. Donc, c'est-à-dire que même pour le tout petit, il est très bon à détecter les enfants qui doivent être scannés ou les enfants qui ne doivent pas être scannés. Donc, le score de Pécarne, vous l'avez probablement déjà vu, il existe des calculateurs en ligne. Il y a 2 scores pour les enfants de moins de 2 ans et les enfants de plus de 2 ans. Et si que votre Glasgow n'est plus à 15, vous allez être scanné. Voilà, c'est assez. On va résumer là. Après, il y aura des petites choses qui vont faire qu'on va peut-être aller au scan, peut-être observer le patient. Mais sitôt que votre enfant a un Glasgow est inférieur à 15 ou il a des signes cliniques d'embarrure, il va au scanner, ce n'est pas discutable. Donc, le trauma crânien, c'est assez codifié. Pour peu que vos Glasgow n'est pas à 15 ou il est en scanner, quand il est entre 14 et 15, on va discuter sur des petits points particuliers. Le trauma de la colonne cervicale, parce qu'on va descendre, en pédiatrie, c'est beaucoup plus rare. C'est 1 à 2% des traumas. Par contre, quand il y a trauma de colonne cervicale, ça veut dire que c'est un trauma de cinétique significative. La morbidité, elle est importante et la mortalité, elle est entre 25 et 35%, souvent en association avec d'autres lésions traumatiques et souvent avec le crâne. 30 à 45% des patients présentent un déficit neurologique et on voit que dans presque 50% des cas, c'est associé à un trauma crânien. Alors, généralement, le trauma cervical, il est symptomatique. Votre patient, il est symptomatique de son trauma cervical. Sauf si il est tout petit et ne sait pas vous le dire. Sauf si il a une altération de l'état de conscience ou vous avez fait une analgosédation et on ne sait plus l'évaluer. Et là, vous devez vous méfier. Et ça, celui-là, moi, je me suis fait avoir, je m'en veux encore maintenant, par un petit qui était amené sur les bras, donc un trauma de la route avec sa maman dans la voiture, qui était dans son maxi-cosy bien attaché et qui est amené avec sa maman sur la maman, tellement la maman était stressée. Et donc, on n'a jamais eu accès à ce patient. Donc, ce patient, il est à gauche, à droite avec sa mère. Et en fait, ce patient, il avait des lésions cervicales. Alors, heureusement, c'est des lésions cervicales qui ont récupéré. Il n'en a pas de séquelles. Mais attention à celui-là. Celui-là, attention, parce qu'il ne sait pas vous dire qu'il a mal. Peut-être une attitude qui fait que ce n'est pas parfait. Donc, restons prudents. Et vous connaissez le principe du choc neurogénique avec cette perte du tonus sympathique des vaisseaux qui fait qu'il y a une vasodilatation périphérique qui ne répond pas là au remplissage et on doit utiliser des vasopresseurs pour remonter la tension. Ça, c'est particulier, donc c'est uniquement sur les lésions qui sont supérieures au-dessus de T6, donc au-dessus de T6, et qui va donner une clinique de bradycardie et d'hypotension. Alors pourquoi c'est important? Parce que chez l'enfant de moins de 8 ans, la tête elle est proportionnellement plus grande, on l'a vu jusqu'à 25% du volume du corps. Le centre de mobilité il est super haut, C2, C3, et ils n'ont pas beaucoup de muscles cervicaux. Ils ont une grosse tête, mais ils balancent comme ça. Et donc il y a une espèce d'hyperactivité relative de cette tête-là qui tient sur rien. Et donc, vous avez chez les plus petits des lésions qui sont généralement plus hautes et donc avec plus de mortalité et plus de morbidité. Alors que chez l'enfant plus grand, cette colonne s'ossifie et on retrouve une physiopathologie qui est proche de l'adulte, qui va arriver à l'âge adulte vers 14-15 ans.
Et donc, vous allez avoir un profil de lésion plutôt adulte, plus basse, C5, C7. Alors, évidemment, il y a des exceptions dans l'un et dans l'autre, mais c'est la grosse tendance. Et c'est pour ça qu'il faut très attention à la tête et au début des cervicales chez les petits. Alors, si vous voulez apprendre plus sur la colonne cervicale, eh bien, il y a un très beau papier qui est paru dans le Pediatric Neurosurgery en 2024 qui explique ça, mais pépite. Et ça vous prend du temps à lire, mais c'est extrêmement intéressant pour voir la physiopathologie et aussi tous les types de lésions qui existent en fonction de l'âge, mais c'est beaucoup trop à détailler aujourd'hui. On va retenir que pour évaluer la colonne cervicale en extra-hospitalier, qu'est-ce que moi je dois faire en extra-hospitalier? Il y a un score chez le moins de 3 ans qu'il faut retenir, c'est le PET spine. Il ne faut pas le retenir, il faut l'avoir quelque part. Et que si ce patient il a un score supérieur ou égal à 2, vous allez l'immobiliser en pré-hospitalier et on va faire une imagerie cervicale. Voilà, ça c'est un score qui est validé, qui a une très bonne sensibilité et une très bonne valeur prédictive négative. Entre 3 et 8 ans, on peut utiliser le Nexus que vous connaissez chez l'adulte. Il faut juste savoir que dans la cohorte du Nexus, il y avait peu de patients entre 3 et 8 ans inclus. Il y en avait, donc ça valide le score, mais ce n'était pas la grosse proportion d'études. Donc il faut rester vigilant. Et il existe d'autres algorithmes, comme le PCARN, par exemple, le PCARN pour la colonne, parce que PCARN, ils ont fait plein de scores, qui peut aussi être utilisé. Sitôt qu'on dit qu'il faut une radio ou un scanner, il faut immobiliser le patient. Et ça, on s'en occupera à l'hôpital. Et puis pour les enfants plus grands, on peut utiliser le score de Nexus que vous utilisez aussi chez l'adulte, qui est tout à fait valable et validé. Et puis il existe plein d'algorithmes, mais il ne faut pas se tracasser de ça là maintenant pour définir quel patient il faut immobiliser, quel patient il faut imager, comment il faut l'imager, une radio, un scanner. Plusieurs algorithmes, un algorithme américain, un algorithme canadien, qui permet de naviguer. Ce qui est intéressant de voir ici dans l'algorithme canadien, c'est qu'en gros, tant que votre patient n'a pas un examen neurologique normal, même si sa radio est négative, même si son scanner est négatif, il a une lésion jusqu'à preuve du contraire, le fameux SIWORA, les lésions sans répercussion scanner et radio, et il faut aller à l'IRM. Il ne faut pas enlever l'immobilisation cervicale de ce patient tant qu'on n'a pas une IRM. C'est tout. Donc, si vous avez un doute clinique, vous allez à l'IRM et vous n'enlevez pas l'immobilisation de colonne de ce patient. Et comme on l'a dit, chez les plus petits, ce sont des lésions qui sont plus hautes. Donc, si on pense à faire un scanner du crâne, on va aller jusqu'à C3 pour justement mettre en évidence ces lésions de colonne haute. De nouveau, une très belle revue de la Cochrane qui est récente aussi, puisque c'est 2024, qui permet de voir un peu toutes ces scores de la colonne cervicale en pédiatrie. De nouveau, la conclusion est un peu décevante parce que la conclusion, c'est on a besoin de plus d'études pour conclure. Voilà. Un petit spoiler, mais si vous ne voulez pas lire, vous avez, mais c'est quand même très intéressant à lire. Dans le thorax en pédiatrie, c'est quand même la deuxième cause de mortalité dans le trauma, donc crâne et puis thorax. Une mortalité globale quand même d'un quart des patients, avec beaucoup de traumas associés à l'abdomen ou des traumas multisystèmes, donc crâne, colonne associés. Toujours beaucoup de traumas contondants, et c'est rarement isolé. Et puis dans le thorax, il y a les poumons, il y a le médiastin avec les gros vaisseaux, et il y a le cœur. Donc on peut toucher autre chose que les poumons. Il faut savoir que les patients en pédiatrie, ils ont une capacité résiduelle fonctionnelle plus petite, et donc ils vont plus facilement désaturer même quand on les a préoxygénés. Et par contre, ils ont plein de cartilage dans la cage thoracique, donc c'est méga compliant. Et c'est pour ça qu'ils tirent fort et qu'on voit beaucoup de détresse respiratoire chez ces patients-là. Par contre, ça va faire que la cage thoracique du patient va prendre beaucoup d'énergie et elle va transmettre l'énergie à l'intérieur aux organes du thorax et aux organes de l'abdomen. Donc, vous aurez très souvent des lésions pulmonaires sous type de contusion, ça on voit très souvent en pédiatrie, parfois très importantes. On va avoir des pneumothorax en pédiatrie. Ce qu'on aura très rarement, c'est des fractures de côte, pour cette raison-là, en tout cas chez les patients plus petits. Fractures de côte qui sont là, ça veut dire qu'il y a une cinétique importante, c'est lié à une mortalité importante, et les fractures de côte, il faut aussi chez le petit se demander comment elles sont arrivées là. D'accord ? Ça ne veut pas dire que toutes les fractures de côte sont maltraitées, ça veut juste dire qu'il faut allumer les lumières rouges quand on en voit. Surtout s'il y a des choses qui ne vont pas. Il existe des lésions des gros vaisseaux, évidemment le thorax, il existe des lésions de l'arc trachéobronchique, et il existe des lésions cardiaques. Ce sont des lésions qui sont décrites en pédiatrie, qui sont rares, et donc l'idée n'est pas d'en parler là maintenant, mais évidemment elles existent. Et petit quiz aujourd'hui, est-ce que pour vous, cette radio-là, elle va vous suffire pour faire le bilan du patient qui a un trauma de thorax? Un petit thorax. Vous êtes content, vous voulez plus, vous voulez faire autre chose? On attend la réponse. Voilà. Moi, elle va relativement me suffire. Et parce que je me rappelle qu'on m'avait dit la keep calme et puis le minimum, mais le mieux. Parce qu'en fait, chez le patient qui a un trauma de thorax, qui est stable sur le plan hémodynamique, il a probablement besoin qu'une radiothorax, voire il n'en a pas besoin. Et sur le patient qui est instable, on va discuter.
Et finalement, l'indication de thorax, de CT thorax chez l'enfant, elle est extrêmement rare. C'est qui? C'est les patients qui ont une suspicion de lésion aortique. La lésion aortique, généralement, cliniquement, on l'a un peu suspectée quand même. Une lésion vasculaire d'un autovaisseau importante ou une suspicion de l'arc trachéobronchique. Et c'est tout. Tous les autres, soit ils n'ont pas besoin d'imagerie, soit une radio va donner les réponses qu'on cherche. Et on ne doit pas aller plus loin. Et si la radio est anormale, on peut toujours se poser la question de est-ce qu'il faut aller faire un scanner? Et ça, on peut discuter avec un radiologue pédiatre. Dans le trauma abdominal en pédiatrie, la même chose. Les organes abdominaux, ils sont moins bien protégés. Il y a moins de gras. En général, chez l'enfant, il y a moins de gras. La cage thoracique, elle est plus cartilagineuse, et donc elle va envoyer plus d'énergie, on dit, aux poumons, du thorax et aussi à l'abdomen. Et puis, vous avez ces côtes. Là, vous avez normalement le foie et la rate, ils sont sous les côtes chez les adultes et les plus grands. Chez les petits, le foie et la rate, ils peuvent un peu dépasser des côtes, et donc ils sont moins bien protégés par la cage thoracique. Tout ça fait que le thorax de l'abdomen de l'enfant est moins bien protégé que celui de l'adulte. Toujours des traumas principalement contondants, très souvent associés à un trauma du thorax. Mortalité du trauma abdominal isolé plus faible. Et c'est souvent la rate, le premier organe qui va être touché, suivi par le foie, les reins, les viscères et puis le pancréas. Et attention, une échophase négative, on l'a vu tantôt, ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans l'abdomen du patient, ça veut dire qu'on ne l'a pas vu à la face. Et attention, le vieux mythe de on fait une tigette urinaire au trauma de l'abdomen, ça n'a aucune valeur. La valeur prédictive positive et négative de la tigette urinaire, pour l'hématurie microscopique, la macroscopique c'est différent, c'est rien. Ça ne vaut pas la peine. Si elle est négative, on ne va pas pouvoir conclure. Si elle est positive, qu'il n'y a pas d'hématurie macroscopique, on ne va pas pouvoir conclure. Donc, ne la faisons pas, ça va être plus simple. Le traitement des lésions abdominales, il est plus souvent conservateur que l'adulte. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais aller en embolisation, mais c'est plus rare chez l'enfant. C'est souvent le patient qui reste instable sur le plan hémodynamique. Et puis, le patient qui est stable, je n'ai pas hyper envie de lui faire le gold standard, c'est-à-dire le CT scan de thorax. Ça veut dire le truc super irradiant. Et là, j'ai envie de savoir qui je dois scanner, parce que je n'ai vraiment pas envie de tous les scanner. Et là, de nouveau, il existe des règles de décision clinique qui permettent de justifier ou non la réalisation d'un scan abdominal chez l'enfant. La règle de Pécairn, c'est de nouveau des données qui sont des données cliniques. La règle de Streck, c'est une règle qui suppose qu'on a fait une radio de thorax et qu'on a fait une prise de sang. La prise de sang, on l'aura généralement faite. La radio de thorax, on n'aura pu la discuter. Si l'enfant a généralement un trauma abdominal, il y a souvent, on le sait, un trauma de thorax associé, et donc on aura quand même généralement fait une radio de thorax. Donc, on peut justifier nos scanners sitôt que nos règles sont respectées. Par contre, faire un scanner pour faire un scanner, non, pas avec les données scientifiques actuelles. Et donc, si on veut finalement résumer tout ça, qu'est-ce qu'on fait dans le trauma horrible? Parce que tu m'as perdu là avec toutes tes dias. Mais est-ce que le patient il est instable sur le plan hémodynamique? Eh bien, je l'ai pris en charge, j'ai fait mon échophase, j'ai activé ma transfusion massive, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, là, j'ai fait dans le C. J'ai peut-être pas un patient assez stable pour aller au scanner, il est parti au bloc. Peut-être que le patient, j'ai réussi à le stabiliser pour aller au scanner, et de là, on a décidé qu'il allait au bloc ou en embolisation. Celui-là, il a un scanner corps entier. Il n'est pas discutable, tout le monde est d'accord pour le dire. Le patient qui est stable sur le plan hémodynamique et qui n'a pas une plaie pénétrante, on a dit qu'on ne parlait pas des plaies pénétrantes, et lui, la plaie pénétrante, il a un scanner aussi, celui qui n'a pas de plaie pénétrante, on va se baser sur toutes les règles de décision clinique que je viens de vous présenter pour justifier ou non de faire un examen complémentaire de radiologie irradiant au patient. Il faut savoir qu'une échographie abdominale, ça a quand même, si c'est un radiologue habitué, ça a quand même une certaine pertinence de le faire avant de faire un scanner si on ne sait pas justifier un scanner. D'accord? Donc, il faut penser à tout ça et il faut vraiment penser à utiliser les bonnes règles chez les enfants pour ne pas faire des pan-scans et des total body scans à tout va. Et donc, finalement, si on conclut cette présentation, c'est quoi les take-home messages? J'ai d'abord des take-home messages qui sont des take-home messages un peu pédiatriques, peut-être. Première chose, c'est keep calm. Everything will be all right. Ça va? Si on est calme, la pièce va être calme, l'enfant va être plus calme, le parent va être plus calme et ça va aller mieux. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est valuable, c'est l'intuition qu'on a en tant que paramédical, en tant que pompier, en tant qu'infirmier, en tant que médecin. Il y en a qui ont plein d'expérience et vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas chez l'enfant, mais on n'arrive pas à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Peut-être que cet enfant-là, il ne faut pas le passer dans toutes les machines de scanner, mais il faut l'observer, il faut peut-être le réévaluer cliniquement 1 heure après, peut-être faire une prise de sang de contrôle, mais il ne faut peut-être pas le laisser filer, quoi. Mais pas pour ça qu'il faut le découper dans la radiologie dans tous les sens. Et puis, il y a une chose, c'est un petit bisounours en pédiatrie, mais il y a le parent.
Et en fait, le parent, si vous le prenez avec vous, vous avez gagné beaucoup. Parce que le parent va pouvoir vous dire si son enfant il est comme ça habituellement ou pas. Ce que vous ne savez pas quand ils ont 2 ans et demi et qu'ils ne vous parlent pas. Ou quand il a 5 ans et qu'il est méga stressé parce qu'il y a plein de monde autour de lui qui pleure. Si le parent est là, il va rassurer son enfant. Il n'y a rien qui rassure un enfant plus qu'un parent. Vous n'allez jamais rassurer un enfant comme un parent peut le faire, ça c'est certain. Et le parent, il va vous donner une évaluation de son enfant. Habituellement, docteur, c'est normal, il est toujours comme ça. Ou bien il n'est jamais comme ça, mon enfant. Ou bien là, il est beaucoup plus pâle que d'habitude. Ou bien non, il est toujours pâle comme ça, mon enfant. Ça va vous aider. Donc ne mettez pas les parents dehors, aidez-vous des parents, expliquez-leur ce que vous faites. C'est normal qu'ils soient anxieux, c'est normal qu'ils soient stressés. C'est le vôtre, vous le serez aussi. Donc, soyez à deux joie avec les parents et servez-vous-en comme arme en plus à votre arc pour aider cet enfant. Puis la vraie conclusion, c'est que dans le trauma sévère en pédiatrique, c'est une histoire d'équipe. C'est une histoire d'équipe préhospitalière, intra-hospitalière, et puis tous ces gens qui gravitent autour de ce patient. Il y a pas mal de particularités pédiatriques à chaque étape de la prise en charge et que c'est intéressant de les connaître pour savoir pourquoi on fait certaines choses en pédiatrique qu'on ne fait pas en médecine adulte. qu'en termes de radiologie, on va essayer de faire le bilan qu'il faut, mais le moins invasif possible si c'est justifié. Et puis qu'il existe plein de guidelines pédiatriques qui vont nous permettre d'orienter notre prise en charge du patient traumatisé sévère pour faire au mieux, pour participer à sa chaîne de survie. Je vous remercie. Oula, un réveil, c'est brutal. C'est dur, hein? Oui, c'était le plan de vous le faire en néerlandais, mais c'est dit que c'était pas sympa. Un micro. Ah, vous m'entendez pas? Non? Ah. Tu vas m'entendre au micro de la Starac. Tu prends le micro de la Starac. C'est vrai qu'on en parlait tantôt, tiens. Ah bah voilà, super. Et là, on m'entend bien? Toujours pas? Ouais. Non, oui. Ça ne fonctionne pas? Sinon, je parle près du micro d'Aurélie. Je le donne alors. Sinon, on fait avec ce micro-ci. Hein. Ouais, ça fonctionne. Parfait. Ah ben voilà, donc du coup, je répète pour tout le monde, pour ceux qui n'ont pas pu entendre, qui nous suivent en ligne actuellement. Je remercie donc Aurélie pour sa présentation. Je remercie aussi encore une fois de ne pas l'avoir fait en néerlandais parce qu'elle hésitait et finalement, par gentillesse pour nous tous, elle a décidé de rester en français, chose qui est fort sympathique. Oui. Avant toute chose, est-ce que quelqu'un ici dans la salle a des questions? Pas tous en même temps. Vous avez le temps, tranquillement, voilà. Pas obligatoire non plus. Oui. En studio au niveau. Oui. Alors, c'est comme chez l'adulte, alors en pédiatrie, on parle en cc kilos, et donc ça dépend un petit peu des équipes. Les équipes qui font 20 cc kilos, 20 cc kilos, et puis 5 cc kilos de plaquettes. Le ratio est un peu... c'est similaire à l'adulte, mais il est exprimé en cc kilos chez l'enfant. Merci pour cette question. Est-ce que quelqu'un dans la salle a d'autres questions sur la prise en charge? Je sais que l'exposé était extrêmement clair et très codifié. Ça, il faut... Non, pas du tout. Mais oui. Alors du coup, moi, j'ai peut-être une question. Une ou deux, mais légères, parce que j'étais promis dans tout ça. Est-ce qu'il y a un score à conseiller, par exemple, en préhospitalier en SMUR? On a parlé du score d'indication d'immobilisation cervicale chez un enfant de moins de 3 ans, par exemple, PET-Spine, que je ne connaissais personnellement pas. Et si on avait peut-être d'autres qui semblaient vraiment importants, un ou deux, on pourrait utiliser. Ah, ça vous, monsieur? Je pense que le score d'immobilisation de ces colonnes cervicales, c'est probablement le plus important parce que c'est celui qui vous impacte le plus directement en SMUR. Tout ce qui est score de prise en charge radiologique, finalement, ça va plutôt avoir un intérêt en intra-hospitalier. Donc je pense que peut-être les scores à retenir, ce sont les scores qui sont effectivement les scores de stabilisation de colonne, c'est-à-dire le PET-Spine, peut-être connaître ou avoir le PECARM pour les 3 à 8 ans, là, et puis avoir le Nexus que vous connaissez déjà chez l'adulte. Je crois que c'est déjà des chouettes scores à avoir. Et alors avoir sur soi son tableau avec des valeurs normales pour l'âge, je pense que ça peut peut-être rassurer et peut-être aider aussi dans les prises en charge extra-hospitalières, surtout quand c'est des équipes adultes qui sortent.
Principalement. Principalement, il n'y a que ça. Très oui, effectivement. Une autre question, en fait deux, mais plutôt une grosse question, on va dire. Au niveau de l'équipe de trauma, de gestion du trauma potentiellement sévère pédiatrique en intra-hospitalier, est-ce que tu penses que, notamment par exemple, le nursing ou les autres médecins devraient tous être formés spécifiquement au TC, ou bien est-ce que le team leader seul formé au TC pourrait suffire à manager le curriculum? Moi, je pense qu'au plus que dans la vie idéale, tout le monde devrait être formé au TC, ATLS, une formation certifiante trauma, pour avoir tous les mêmes principes de prise en charge bien clairs dans notre tête. Je pense que c'est aussi le rôle de la simulation d'intramuros, de pouvoir en tout cas partager ces concepts appris à l'ETC ou à la TLS aux personnes qui n'ont pas l'occasion ou pas spécialement la possibilité de s'inscrire à ces formations-là. Voilà, donc je pense que les simulations, c'est une grosse force. On n'a pas la possibilité de former autrement que par la simulation. Mais la simulation, elle doit être régulière, elle doit être axée sur des prises en charge spécifiques, et je pense qu'elle doit mêler le monde adulte et pédiatrique parce qu'on travaille dans la vraie vie ensemble. Exactement. Écoute, merci pour cette réponse. Et dernière, et puis après je te laisse tranquille, c'est promis. Une chose qu'on a moins souvent, en tout cas dans les traumatisés adultes, c'est, bien dit sur la fin de l'exposé, c'est la gestion des parents. Et la question que je me pose, c'est parce que gérer un parent pendant des entretiens de manager un enfant potentiellement critique, ça doit être très compliqué. Est-ce que tu prévois une personne en plus pour manager le parent, mais alors est-ce que c'est le rôle pour toi du team leader qui doit essayer de s'arranger sur le côté pour faire cette communication? Je pense que ça dépend un petit peu des possibilités de l'équipe. On n'a pas toujours la possibilité de demander à une infirmière ou un médecin d'aller voir les parents, mais c'est vrai que ça, c'est vraiment chouette si quelqu'un peut le faire. Maintenant, je pense que c'est quelqu'un qui doit avoir conscience de ce qui se passe pour ne pas mentir aux parents et pouvoir donner les véritables informations aux parents et pas dire que tout va bien aller alors que clairement la situation est difficile. Personnellement, ce que je fais parfois quand j'ai une réa, qu'elle soit trauma ou pas trauma, souvent pas trauma, c'est prendre le parent à côté de moi et lui dire voilà, je vous propose de rester avec nous et puis je vais vous expliquer après ce qui se passe et si vous avez des questions, vous les posez. Mais là maintenant, je suis vraiment focalisée sur votre enfant et sur sa prise en charge, mais je vous propose de rester à côté de nous pour que vous voyez ce qui se passe et puis qu'après on puisse en discuter une fois que la prise en charge, en tout cas, est plus stabilisée. Donc ça, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Je pense que mes collègues qui sont ici des soins intensifs, c'est ça qu'on fait d'habitude, c'est prendre les parents près de nous. Soit on a quelqu'un qui peut effectivement les guider dans la prise en charge parce qu'il comprend ce qui se passe, soit à un moment donné, on les voit secondairement et ils ont vu déjà ce qui s'est passé, donc ils n'ont pas été... Ce que j'aime pas, c'est quand les parents sont laissés dehors et puis ils ont un vide, on ne peut pas leur expliquer parce qu'ils n'ont pas vu ce qui s'est passé. Ça me pose problème. Ils sont dans l'incertitude. Tout à fait. Et ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ouais. Je pense que ça, c'est important. Bah, écoute, merci beaucoup. Personne n'a de questions, toujours pas, on est d'accord. Là, tu leur donnes pas la possibilité. Bon, bah écoutez, oui, c'est vrai, c'est très pertinent ce que tu viens de dire, en effet. Eh bien, écoutez, merci à tous, alors, du coup, d'être venus, d'être là. Merci, Aurélie, encore une fois, pour ta présentation. Puis si vous avez des questions ou si vous avez envie d'échanger, n'hésitez pas. Vous avez nos adresses mail professionnelles. Et puis, on a des collègues qui font aussi de la prise en charge de trauma dans d'autres hôpitaux, dans la région liégeoise et puis dans toute la Belgique. Et je pense que c'est tous des personnes de référence et donc à qui vous pouvez poser vos questions. Puis s'il y a des protocoles qui diffèrent, c'est toujours intéressant d'en parler pour voir finalement qu'est-ce qu'il faut mettre à jour d'un côté ou de l'autre. Ça va, écoute, merci Aurélie. Juste avant le dernier petit mot de la fin, on me souffle à l'oreille que la présentation sera comme tous les autres séminaires des aujourd'hui en ligne sur le site que vous connaissez bien. Et le prochain séminaire est prévu le 4 février. Nous aurons comme orateur le Dr Chana Sato, qui nous parlera de la prise en charge des syndromes aortiques aigus. Donc, potentiellement extrêmement intéressant également. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir à tous.